Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis au Kartrotz de Chalamont, appelé le passage de Chalamont. C'est un passage, un chemin troglodytique, donc un chemin réalisé dans la pleine masse du rocher, qui est officiellement attribué à un chemin du Moyen-Âge, qui aurait servi de lieu pour réaliser des péages lors de transport de marchandises. Et ici, nous retrouvons les habituelles explications modernes et matérialistes qui ne s'aperçoivent pas que ces chemins troglodytiques sont en fait bien plus anciens que l'Antiquité classique et que le Moyen-Âge, et que leur fonction n'a jamais été une fonction bassement matérielle et utilitaire, mais plutôt une fonction religieuse et même spirituelle et initiatique. Donc je vous emmène à la découverte de ce passage de Chalamont, situé dans le Jura français, près de la ville, du petit village de Villers de Chalamont, avec dès le début du chemin de la promenade, qui se trouve beaucoup plus bas, nous y rencontrons déjà de nombreux endroits où nous voyons au sol des ornières de chariots qui marquent le sol rocheux dans différents endroits de la montée qui mène vers ce passage de Chalamont. Et alors, aux abords de ce passage troglodytique, ce chemin troglodytique, nous y voyons des murs qui ont sans doute été réalisés durant l'époque romaine ou durant le Moyen-Âge. Moi, je pense plutôt qu'ici, il s'agit de murs romains, car les hommes des sociétés traditionnelles prémodernes de l'Antiquité et du Moyen-Âge avaient encore la capacité de reconnaître le sacré, et c'est pourquoi ils y ont ajouté leur propre construction en bloc de petite taille qui vient entourer et surmonter et même parfois comme réparer des vestiges troglodytiques protohistoriques beaucoup plus anciens, dont ces chemins troglodytiques parsemés d'ornières Kartrotz sur le sol, donc des ornières de chariots. Donc avançons dans ce chemin pour avoir un aperçu sur ce passage de Chalamont. Alors, comme vous le voyez, ce chemin est réalisé, ce passage de chariot est réalisé dans la pleine masse du rocher, avec des parois qui atteignent une hauteur approximative de 5 ou 6 mètres, je dirais, avec sur le sol des ornières de chariot ou ornières de char. Et ici, on peut y voir tout de suite, avec un esprit symboliste, un chemin vertical, c'est-à-dire un chemin sacré, un chemin où l'homme peut faire la liaison entre la terre et le ciel, car effectivement, quand nous sommes dans ce chemin troglodytique, nous sommes en quelque sorte dans le ventre de la terre-mère, mais ces parois verticales nous rappellent aussi notre lien avec le ciel et avec notre origine divine. Ce sont les caractéristiques des symboles verticaux, tels que par exemple également la montagne, la pyramide, la colonne, le puits, les escaliers. Tous ces symboles sont des symboles verticaux, des symboles qui rappellent à l'homme non seulement sa connexion avec le ciel, mais également l'axis mundi, c'est-à-dire l'axe qui établit la relation entre les différents plans de l'univers, c'est-à-dire entre la terre, le monde intermédiaire et le ciel. Alors ce qui est magnifique aussi ici à voir, ce sont ces ondulations sur le sol, ces ondulations qui rappellent le mouvement de l'eau ou encore l'ondulation d'un serpent. Cela renvoie pour moi à un symbolisme aquatique et également cyclique. Cela rappelle les cycles, mais également la réitération. Cela renvoie donc à la symbolique de l'eau, c'est-à-dire au monde formel, qui est le monde dans lequel l'homme évolue et qu'il doit dépasser au cours du processus initiatique pour réintégrer
le monde informel, l'esprit, le monde spirituel. L'homme et le monde font partie de ce que l'on appelle dans la tradition le domaine formel, tandis que l'esprit fait partie du monde informel et le but des initiations sapientielles qui se déroulaient déjà à l'époque proto-historique durant le premier monde était justement de dépasser ce monde formel, ce monde du mouvement, ce monde du changement, pour essayer de réintégrer le domaine universel et éternel de l'esprit, le monde divin. Et donc ce qu'on peut voir, ce sont également de l'autre côté du chemin, ces ajouts cellulaires ultérieurs du troisième monde, probablement de l'Antiquité romaine ou du Moyen Âge, qui viennent comme réparer en quelque sorte une paroi de pleine masse rocheuse qui est absente aujourd'hui, vu que ces vestiges sont très anciens et très érodés, et les hommes des sociétés traditionnelles, ayant toujours le pouvoir de reconnaître, les capacités de reconnaître le sacré, avaient sûrement reconnu dans ce chemin proto-historique ou préhistorique entre guillemets, ce chemin sacré du premier monde, un vestige sacré donc, et sont venus ajouter leur propre construction autour et sur le devant afin de sacraliser ce vestige du premier monde. Les hommes de sociétés traditionnelles et prémodernes avaient compris que ces vestiges étaient très anciens et qu'ils avaient été réalisés par des êtres humains plus proches de Dieu, plus proches du principe originel. Et donc c'est pourquoi ils ont toujours considéré ce lieu comme sacré, contrairement à la plupart de nos contemporains qui ne sont même plus capables de reconnaître des vestiges sacrés, surtout ce style d'architecture troglodytique du premier monde qui est souvent attribué par les chercheurs modernes et les historiens profanes à des vestiges qui auraient eu de simples fonctions utilitaires, matérialistes et marchandes, et cela reflète bien la mentalité de notre époque qui ne voit plus que le côté mercantile des choses, et l'homme moderne est devenu matérialiste. C'est pourquoi il n'est plus capable de reconnaître les vestiges les plus sacrés, contrairement à ses ancêtres du Moyen Âge et de l'Antiquité classique. Alors ici, sur la gauche, nous pouvons distinguer ce qui ressemble à une énorme niche avec une plateforme sur le bas, ce qui ressemble très fortement à ce qu'on peut trouver ailleurs dans ce style d'architecture du premier monde, notamment au Pérou, en Turquie, mais dans bien d'autres endroits du monde également. Ces sortes de niches géantes sont vraiment très caractéristiques de ce premier style d'architecture. On pourrait y voir peut-être aussi un endroit pour s'allonger, ce qui pourrait être une sorte de tombe initiatique, car le but des initiations est toujours de mourir à soi-même afin de renaître sur un plan plus élevé, de mourir au domaine individuel afin que l'âme puisse réintégrer son origine universelle et divine. Donc les initiations étaient toujours des initiations dans lesquelles il y avait mort et renaissance, et c'est pourquoi dans ce style d'architecture on va toujours y retrouver au moins une tombe ou quelques tombes, et ces tombes sont même parfois, comme ici on le voit, juste à côté de chemins troglodytiques. Moi j'en avais déjà exploré par exemple en Allemagne et en Sicile également, des chemins troglodytiques fort similaires, qui là étrangement ne sont pas attribués à des vestiges qui auraient eu une fonction marchande, mais à des vestiges qui auraient une fonction de nécropole. Donc vous voyez, la fonction de ce style d'architecture peut varier d'un endroit à l'autre de la planète, et chez certains historiens par rapport à d'autres. Alors sur la droite, même chose, il y a encore une espèce de plateforme qui servait peut-être également à s'allonger
au cours des rituels d'initiation qui se pratiquaient dans ce chemin sacré du premier monde. Et avec sur la droite ce qui fut peut-être jadis un ancien petit bassin pour l'utilisation de l'eau dans un cadre religieux. Et alors évidemment, ces énigmatiques ornières qui selon moi doivent être reliées au symbolisme du char que l'on rencontre dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité, dans la mythologie, donc dans les mythes sacrés de toutes les grandes traditions spirituelles. On mentionne le char, par exemple le char d'Eli dans la tradition chrétienne, ou encore le char de Krishna et d'Arjuna dans la tradition hindoue, où le char y est mentionné comme véhicule qu'emprunte l'âme afin de retourner au ciel, de retrouver sa condition paradisiaque originelle. Et moi je pense donc qu'ici, à l'aube de l'humanité, se pratiquaient des rituels initiatiques, rituels qui étaient réalisés par des êtres humains plus proches des origines, plus proches de Dieu que les humains plus déchus des cycles ultérieurs, et des rituels d'initiation qui utilisaient donc un char à des fins spirituelles et symboliques, initiatiques. Et donc le char, on le retrouve mentionné dans les mythes, mais on le retrouve également dans l'architecture sacrée. De nombreux temples possèdent des chars dans leur architecture, notamment certains temples en Inde. Le char que l'on va également retrouver dans de très nombreuses fresques dans différentes traditions. Le char, toujours un véhicule de combat, bien entendu, mais avant tout un combat spirituel, un combat à mener en soi-même, afin de se dépasser soi-même, pour retrouver notre condition paradisiaque originelle. Alors le plus énigmatique là-dedans, évidemment, le plus difficile sans doute à comprendre pour la plupart de nos contemporains, qui n'ont même pas conscience qu'il existe des connaissances qui dépassent très largement celles emmagasinées par l'homme moderne depuis ces derniers siècles, c'est de comprendre que la figure du monde a été différente par le passé, comme cela est enseigné à travers toute la cosmogonie, c'est-à-dire que dans les récits cosmogoniques, les récits sacrés qui parlent de la création du monde, on nous parle d'une chute du paradis. Tout au cours du temps, l'homme, mais aussi le monde, s'éloigne de leur origine divine et spirituelle à travers des cycles. Ils chutent à travers le temps et se matérialisent et se solidifient de plus en plus. C'est ce qui explique, pour moi, l'aspect général de pâte à modeler, de tous ces vestiges préhistoriques, mais également le fait que les hommes, à cette époque, ont pu réaliser de tels vestiges, sans doute sans l'aide d'outils matériels, ou en tout cas avec des capacités psychospirituelles qui dépassent très largement celles des hommes du cycle cosmique actuel, les hommes du premier monde étant plus proches de l'esprit, étaient également des êtres qui avaient des capacités qui dépassent celles des hommes des cycles ultérieurs, et au plus le temps passe, au plus les hommes s'éloignent de l'esprit et perdent de plus en plus ses capacités, ses facultés psychospirituelles pour interagir avec le milieu cosmique, mais également avec des mondes plus subtils, avec ce qu'on appelle le mundus imaginalis, le monde intermédiaire. C'est le monde subtil, comme l'appelle Guénon, on pourrait dire le monde psychique, le mental. Les hommes anciens, et surtout durant cette première époque, avaient beaucoup plus facilement accès à ces dimensions plus subtiles de l'être, et c'est au cours du processus de la chute que les hommes ont de plus en plus eu difficile d'accéder à ces réalités plus subtiles,
Et donc ce sont les sciences sacrées, la cosmogonie ainsi que la métaphysique et la science des symboles qui permettent de mieux comprendre ces vestiges et de mieux comprendre la réalité du monde. Le monde n'étant pas uniquement un monde physique, mais une tripartition entre la terre, le monde intermédiaire et le ciel, ou entre le monde physique, le monde psychique et le monde spirituel. Et donc ces trois mondes, à l'origine, étaient beaucoup moins éloignés les uns des autres, et c'est au cours du processus de la chute que ces trois mondes se sont en quelque sorte de plus en plus éloignés, et ce qui explique que les hommes ont eu de plus en plus difficile d'avoir accès à ces réalités d'ordre supérieur. Voilà, je pense que je vais en rester là pour ma petite vidéo sur ce passage, sur ce magnifique passage de Chalamont. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon blog qui s'appelle axecosmique.wordpress.com, sur lequel j'ai repris des centaines d'articles d'auteurs de la tradition qui vous parlent notamment de sciences, de symboles, de cosmogonie, de métaphysique, d'ésotérisme, et que vous pouvez également retrouver des émissions et des vidéos sur ma chaîne YouTube Tiki Viracocha, avec notamment une bonne trentaine d'émissions sur l'architecture sacrée. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. N'hésitez pas également à vous rendre également sur ces sites qui existent un peu partout dans le monde. Et je vous encourage également très fortement à lire les auteurs de la tradition, avec notamment René Guénon, Fritjof Schuon, Titus Burkhardt, Ananda Coomaraswamy, Julius Evola et bien d'autres, et également un auteur qui est sans doute plus accessible à notre époque, qui est Pierre-Yves Lenoble, avec qui donc j'ai fait beaucoup d'émissions que vous pouvez retrouver sur nos chaînes respectives. Voilà, allez, un petit dernier aperçu sur ce magnifique chemin vertical du premier monde, chemin initiatique, la voie sacrée, le chemin symbolisant l'être en recherche, l'être qui recherche la vérité, l'être qui recherche à se connaître soi-même et qui doit donc parcourir ce chemin, cette voie spirituelle magnifiquement réalisée dans l'architecture sacrée du premier monde. Voilà, je vous quitte sur ces belles images fabuleuses avec ces parois verticales rappelant à l'homme sa connexion avec son origine divine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur d'autres sites archéologiques en France ou ailleurs. Salut à tous.